Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et Daniel Ménard, ils explorent la possibilité pour un individu de transformer sa mémoire en identité. Bernard explique que la mémoire est une substance appartenant à l'âme de l'homme, utilisée par l'ego pour évaluer et qualifier son intelligence. Cependant, dans le processus d'évolution, l'homme peut prendre conscience de l'origine de sa pensée et du contact avec les circuits universels, ce qui lui permet de modifier, éteindre ou utiliser sa mémoire d'une manière plus intelligente. Il évoque également deux types de mémoire chez l'homme, la mémoire morte, utilisée pour travailler logiquement avec le matériel, et la mémoire vive, qui permet d'explorer des dimensions plus profondes. Vivre de la mémoire vive nécessite cependant que l'homme prenne congé de lui-même, c'est-à-dire qu'il se détache de son ego et développe une grande identité en étant de plus en plus assujetti à son esprit. En perdant de la mémoire morte, l'homme peut acquérir une nouvelle conscience, plus mentale, et développer une présence basée sur la fusion et le contact télépathique avec les circuits universels. Cependant, pour parvenir à cela, l'homme doit prendre conscience de sa source. La mémoire vive, ou savoir, est en contraste avec la mémoire morte, ou connaissance. Lorsqu'un individu utilise sa mémoire vive, il n'est plus intéressé par la connaissance et adopte une perspective plus critique. Cependant, la mémoire vive ne peut pas être utilisée dans le domaine scientifique car la matière ne peut pas la recevoir. Par conséquent, lorsqu'un individu utilise sa mémoire vive pour étudier, il doit le faire sur un plan éthérique sans essayer de ramener cette connaissance dans sa mémoire morte. Dans l'évolution de l'individu, il atteint éventuellement une conscience nerveuse qui fait partie de la conscience éthérique, où il entre dans la mémoire vive et ne peut plus en sortir. Cela le pousse à restreindre les conséquences de son savoir et à savoir ce qu'il peut dire ou ne pas dire. La mémoire morte, quant à elle, donne du prestige à l'ego, tandis que la mémoire vive l'enlève, ce qui fait que l'ego n'est pas intéressé par le savoir. Dans cet extrait, il est question de la mémoire vive et de son impact sur l'esprit. La mémoire vive est décrite comme étant une connaissance instantanée qui ne peut pas être traduite en une expérience phénoménale. L'auteur explique que lorsque l'ego n'est pas capable de mesurer instantanément ce qu'il sait, il vaut mieux laisser cela de côté. Cependant, l'ego inconscient peut facilement s'amuser avec ce qu'il pense savoir. La mémoire vive est comparée à une science-fiction, complexe et éloignée de la réalité cosmique. L'auteur donne l'exemple des dauphins, affirmant qu'ils sont une race d'humains avortés et que leur étude nécessite de se rendre sur d'autres plans pour comprendre leur évolution et leur relation avec d'autres intelligences. Un autre exemple de mémoire vive est donné avec les cerveaux électroniques. L'auteur anticipe que dans le futur, les cerveaux électroniques seront de plus en plus intelligents, au point où les êtres humains ne pourront plus interagir mécaniquement avec eux, mais devront avoir recours à l'intelligence artificielle pour communiquer. Dans ce contexte, la mémoire vive de cette science mécanique sera très vaste. En conclusion, l'auteur mentionne que lorsque l'être humain a une mémoire vive, il peut extrapoler et imaginer de nombreuses possibilités, mais cela peut également entraîner un choc vibratoire. Trop vivre dans la mémoire vive peut rendre la vie sur le plan matériel ennuyeuse, au point de vouloir mourir et passer sur le plan éthérique. Finalement, l'auteur souligne l'importance d'étudier différents sujets, tels que les abeilles et les fourmis, pour comprendre leur conscience et leur architecture mentale. Dans cet extrait, l'auteur discute de la mémoire vive et de son utilité pour l'homme. Il explique que la mémoire vive, qui représente la possibilité de vivre dans d'autres plans et de voyager dans le temps, est un sujet qui n'intéresse pas l'auteur. Il préfère s'intéresser à la connaissance liée à l'involution de l'humanité plutôt qu'à la mémoire vive. Pour lui, la mémoire vive représente un fardeau et n'a pas d'utilité pratique dans la vie quotidienne. Il préfère lire des livres sur des sujets plus terre à terre pour se divertir. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que l'homme a intérêt à étudier la mémoire morte plutôt que de chercher le contact avec d'autres intelligences et civilisations. Vivre uniquement dans la mémoire vive est lourd pour l'être conscient car cela nécessite de maintenir son identité. La mémoire morte est le support de la personnalité, tandis que la mémoire vive est liée à l'identité. Vivre avec la mémoire vive crée une tension car il faut maintenir son identité et reconnaître que ce que l'on sait est intransigeable. En rencontrant d'autres personnes, il est possible de faire des corrélations entre sa mémoire vive et leur découverte, mais il faut faire une bonne gestion de son énergie. Bernard de Montréal souligne également que la personnalité est soutenue par une collectivité, mais que chaque individu est seul dans son expérience à lui-même. Dans cet extrait, l'auteur parle de la solitude et de la mémoire
Il explique que la solitude peut être temporaire et qu'elle peut être comblée par des rencontres avec des personnes sur la même longueur d'onde. Il constate que les personnes ayant une grande mémoire vive se sentent seules car elles peuvent facilement activer leur mémoire vive par rapport à la mémoire morte des autres. Cependant, il souligne que la présence de la source divine permet de neutraliser cette solitude. Le protagoniste mentionne également son intérêt pour l'étude de sujets tels que l'évolution des lapins et la disparition des lémuriens de la Terre. Il explique qu'il peut avoir des discussions avec sa source divine à ce sujet. Il note également que les personnes qui vivent principalement avec leur mémoire morte ont soif d'une mémoire vive, car elles ont l'impression de manquer de créativité dans leur vie. L'auteur explique ensuite que vivre de la mémoire vive nécessite des changements et des transformations profondes, ce qu'il appelle une initiation solaire. Il observe que certains individus sont prêts à cela, tandis que d'autres ne le sont pas et progressent graduellement. Il avertit cependant que l'utilisation de la mémoire vive sur le plan matériel peut être dangereuse, car cela crée des barrières énergétiques puissantes. Il donne l'exemple des personnes qui essaient d'utiliser leur mémoire vive dans le monde des affaires et qui rencontrent de nombreux obstacles. Selon Bernard de Montréal, la recherche de la mémoire vive, c'est-à-dire de la conscience et de la connaissance profonde, est très difficile pour l'homme. Cela nécessite une gestion importante de l'énergie, ce que l'homme n'est pas capable de faire en raison de son manque de maturité mentale et de lucidité. L'homme doit être prudent lorsqu'il passe de l'involution à l'évolution, car la mémoire vive a des règles indomptables et ne peut pas être utilisée au profit de la personnalité. L'identité ne peut jamais se collectiviser, car elle fait partie de l'individualisation et de la totale individualité de l'homme. L'identité dans l'involution était liée à la conscience de la race et de la civilisation, ce qui apportait une certaine stabilité à l'ego de l'homme. Cependant, lorsque l'homme entre dans l'évolution de la conscience mentale, il doit avoir une critique absolue de la forme et se libérer de la mémoire de la race pour étudier les phénomènes de manière plus approfondie. Pour cela, il a besoin d'une identité intégrale et d'une capacité critique absolue. Les gens sont menacés par le savoir car il est absolu et ne peut pas être remis en question. L'ego cherche à s'approprier la valeur de la connaissance, ce qui crée une menace pour les autres. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute de l'importance et de la fonction de la mémoire vive. Il compare le savoir à un tube, avec différents flux d'informations s'y trouvant. Au centre de tout cela se trouve un autre flux, celui de la voyance. Si l'homme n'est pas capable de se connecter avec le savoir dans certains flux, alors la voyance devient nécessaire pour lui transmettre ces informations. Bernard de Montréal raconte également une expérience où il a utilisé la voyance pour raconter la vie d'une personne et lui prouver qu'il avait accès à des informations personnelles qu'il ne pouvait pas avoir lues ou connues. Il souligne le lien entre la mémoire vive et le pouvoir, notant que l'ego au début cherche à contrôler et utiliser la mémoire vive de la même manière que la mémoire morte. Cependant, il explique que la mémoire vive a une autre fonction, celle de faire évoluer l'homme psychologiquement. Il donne l'exemple d'une personne utilisant la mémoire vive pour prédire les résultats des courses de chevaux, mais qui finit par perdre tout son argent. Il explique que la mémoire vive ne peut pas être utilisée comme connaissance pour des raisons personnelles. Finalement, il indique que la fonction de la mémoire vive est de faire évoluer l'homme psychologiquement jusqu'en 1997, après quoi il pourra peut-être être utilisé à d'autres fins. La personnalité et la mémoire morte sont responsables de la survie matérielle chez l'homme. Toutefois, l'homme transcende sa personnalité et développe une conscience critique, il peut utiliser sa mémoire vive pour neutraliser la survie. Cela lui donne le pouvoir sur l'argent et stimule sa créativité. La transmutation de la personnalité vers la personne permet de sortir progressivement de la survie. En ayant accès à leur mémoire vive et en étant conscient que la souffrance de la survie est illusoire, les individus comprendraient que la vie est parfaitement orchestrée et donc que la survie n'existe pas réellement. L'homme vivant dans la mémoire vive est soutenu par l'autre bord et sait qu'il est toujours supporté, ce qui élimine les préoccupations et les craintes liées à la survie. En prenant conscience de l'illusion de la survie, on peut passer radicalement à l'identité et voir notre existence passée comme étant insignifiante. Le passage parle de la prise de conscience de la survie et de la manipulation qui se cache derrière nos états personnels. Lorsque nous prenons conscience de nos illusions et les transmutons, nous devenons capables de travailler davantage sur nous-mêmes. Cela permet à un individu qui est bloqué dans sa vie à cause de ses insécurités de briser la grille de verrouillage de sa survie. L'auteur explique que la difficulté de la vie réside dans notre tendance à limiter notre expérience à ce que nous sommes au lieu d'assujettir notre expérience à ce que nous sommes.
Il donne l'exemple de la recherche d'emploi, soulignant que si nous pensons qu'il n'y a pas de travail, cela limitera notre expérience. Au contraire, si nous affirmons qu'il y a toujours du travail, nous pourrons trouver des opportunités partout. Il en vient à dire que c'est une question de volonté et que si nous nous actualisons en étant volontaires, nous briserons la grille de verrouillage. Cependant, il précise qu'il ne s'agit pas de détruire notre environnement, mais plutôt de changer notre relation avec celui-ci. Il donne l'exemple d'une femme qui était amoureuse d'un homme déjà en couple et qui a mis 2 ans à briser cette relation. Il explique que tant qu'elle n'avait pas suffisamment souffert, elle était assujettie à cette condition. Il projette cette expérience à l'échelle de la société et explique que tant que l'homme n'aura pas une conscience vibratoire, il sera assujetti à l'expérience. L'auteur affirme qu'un homme avec une conscience vibratoire ne sera pas assujetti à une expérience, car il la fera toujours éclater. Il précise qu'il ne veut pas être heureux, mais plutôt être bien dans sa peau, c'est-à-dire être celui qui contrôle toujours le spectacle. Il explique qu'il est possible de contrôler le spectacle avec quelqu'un d'autre qui comprend le jeu. Enfin, il mentionne sa complicité avec sa femme dans la gestion de leur propre spectacle. L'histoire raconte qu'une nuit, une femme est couchée lorsque soudain une boule de feu entre dans sa chambre avec un petit bonhomme à l'intérieur. Elle lui demande de grandir avant de revenir la voir. La boule de feu part alors. L'auteur critique cette situation en disant qu'il est insultant de penser que l'humanité peut être manipulée de cette manière. Il explique ensuite que dans notre vie quotidienne, il est important de prendre le contrôle de nos énergies et de changer notre vie. Cependant, il souligne qu'il est préférable d'entourer de personnes qui sont également en processus de prise de contrôle pour éviter d'être influencées négativement. Il donne l'exemple d'un ami qui devait prendre le contrôle de sa vie pour rester proche de lui. Il affirme qu'il n'est pas intéressé à être un médecin de l'âme et qu'il préfère s'amuser et profiter de la vie. Prendre le contrôle signifie donc changer sa vie dans la mesure du possible, en laissant de côté les aspects négatifs de la personnalité et en se rapprochant des personnes qui veulent également prendre le contrôle de leur vie. Dans cet extrait, Bernard de Montréal exprime son désir de vivre une vie normale sans la pression et les responsabilités de sa mémoire vive. Il explique qu'il aime rencontrer des gens et se laisser parler de leur métier et activités, car cela lui permet d'être nourri intellectuellement. Cependant, il souligne que si quelqu'un est trop passionné ou absorbé par un sujet, cela peut devenir épuisant pour lui. Il donne l'exemple de son ami qui étudie la bourse et avec qui il aime discuter, mais seulement s'il peut avoir du plaisir et apprendre quelque chose de nouveau. Il explique également que même acheter un chien devient une grande responsabilité et un gros travail pour lui, tandis que pour les autres, c'est une chose normale. En conclusion, il affirme que vivre une vie normale avec une mémoire vive est difficile et demande une attention constante. L'auteur raconte son expérience d'avoir acheté un chien, inspiré par le personnage de Milou dans Tintin. Cependant, le chien s'avère difficile à gérer, urinant partout et rendant le narrateur malade. Il finit par donner le chien à quelqu'un d'autre. Malgré cette expérience, sa fille lui ramène un autre chien, mais cette fois-ci il décide de laisser sa fille s'en occuper. Le narrateur déclare que l'évolution de la conscience rend l'homme plus intelligent et conscient de sa propre dynamique, mais cela vient avec un grand prix à payer. Il explique que la Terre est une planète expérimentale où tout est à l'envers et que si l'humanité devenait consciente du jour au lendemain, les structures de la société s'effondreraient. Ainsi, un homme conscient crée une oasis selon sa sensibilité pour protéger son esprit. Il conclut en disant que l'identité est le résultat de la conscience de la souffrance, et que le processus de purification mentale peut prendre du temps. Il est important de prendre conscience que le manque d'intelligence est à l'origine de notre souffrance. Sans cette prise de conscience, il nous sera impossible de développer une véritable identité et de comprendre ce qu'est l'identité. Il est illusoire de penser que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Nous avons besoin de tampons, de mécanismes de défense, pour supporter notre souffrance actuelle. Cependant, lorsque nous atteignons une conscience vibratoire plus élevée, nous ne pourrons plus supporter la moindre souffrance, car cela nous paraîtra immense sur le plan vibratoire. Alors que maintenant, nous tolérons des blessures physiques mineures comme la perte d'un bras ou l'arrachage d'une dent, cela ne nous affectera plus de la même manière. En développant cette conscience vibratoire, même la plus petite chose pourra nous causer une grande souffrance.